Bonjour, je suis Ila Mouzani. Je suis consultante et coach avec plus de 20 ans dans le management du business et des organisations et dans le domaine en particulier de la gestion des programmes, la direction de programmes de transformation et de conduite du changement, en particulier dans les environnements internationaux et multiculturels. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Coaching Summit de m'avoir invité cette année encore pour sa quatrième édition à intervenir et je suis ravie d'être avec vous ici pour partager sur l'épanouissement au travail en tant que coach et en tant que manager. Dans le cadre du management en général et de la direction de programme en particulier, et de transformation d'ailleurs plus particulièrement, on est amené à gérer des équipes pour faire en sorte qu'elles contribuent au mieux à l'entreprise, à ses affaires, et aussi en retirant un profit et un bénéfice personnel sur le plan d'ailleurs professionnel ou personnel. Et c'est là que la casquette de coach et ou de mentor entre en jeu et fait la différence. Mon objectif en tant que coach est d'aider les individus à atteindre non seulement leur objectif de succès professionnel, mais aussi et surtout l'épanouissement dans tous les aspects de leur vie. Pour moi, l'épanouissement professionnel va au-delà de la simple réussite. La réussite professionnelle conventionnelle est souvent mesurée par des indicateurs externes tels que le salaire, le statut ou les réalisations professionnelles euh, ou sociales. En revanche, l'épanouissement professionnel qui s'exprime au travers d'une satisfaction profonde et durable, une harmonie entre les aspirations personnelles et professionnelles et un sentiment d'être grandi, de contribuer à quelque chose qui fait sens pour nous, quelle qu'elle soit, lui est rarement pris en compte dans l'analyse que nous pouvons avoir de cet épanouissement. Dans la perspective de la pyramide de Dietz, le succès professionnel peut être vu comme une manifestation de compétences et de comportements extérieurs, tandis que l'épanouissement englobe des niveaux plus profonds qui vont concerner les croyances, les valeurs individuelles de la personne et puis son identité aussi. La spirale dynamique, elle, souligne également la progression des motivations individuelles vers des stades plus élevés où l'épanouissement devient une motivation intrinsèque. Il va donc sans dire que pour moi, c'est la conjonction des deux facteurs qui va faire qu'on va être et se sentir épanoui, sur le plan professionnel bien sûr, mais aussi individuel. Il n'y a rien de plus accablant que de se lever le matin à contre-cœur, péniblement, pour exercer son boulot et réaliser vraiment des actions qu'on n'a pas envie tout simplement d'exécuter, de faire ou de diriger. Selon moi, les principaux éléments de l'épanouissement professionnel incluent le fait d'exercer un métier ou une activité qui nous plaît, qui nous procure de la fierté, sinon au moins une satisfaction personnelle, que notre activité, notre travail soit en alignement avec nos valeurs et leur permette d'être exprimés et respectés, que l'on puisse avoir la possibilité d'exprimer et d'utiliser ses propres forces et compétences qui sont uniques pour chacun d'entre nous et qui renforcent notre estime de soi et donnent un sens à ce que l'on fait, que l'on puisse développer des relations positives au travail avec ses partenaires, ses collègues, ses clients ou sa hiérarchie,
et enfin qu'on puisse répondre au travail de notre activité à nos besoins psychologiques et établir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est une combinaison de ces facteurs intrinsèques, pardon, endogènes et exogènes, et peut-être d'autres d'ailleurs qui pourraient être complémentaires, qui vont venir contribuer à un sentiment de réalisation et de bonheur au travail. Pour moi, la spirale du succès évoque l'idée d'une croissance continue, ça c'est pour le mot spirale, et d'une amélioration constante pour la notion de succès. C'est un concept où chaque succès va contribuer, aussi petit soit-il, à créer une plateforme et un élan pour un élan positif, hein, bien sûr, pour euh, contribuer à grandir, nous contribuer à grandir et à atteindre des niveaux plus élevés en matière de réalisation, à partir desquels il est toujours possible d'aller vers l'avant, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Le retour en arrière est impossible. En coaching, nous explorons comment chacune de ces étapes peut être un tremplin vers le prochain niveau d'épanouissement professionnel et personnel. Ce qui est d'ailleurs le principe de la pyramide de Dietz, hein, qui traite de ces différents niveaux. Et par ailleurs, nous avons le concept de la pyramide, de la spirale dynamique, pardon, qui lui s'harmonise parfaitement avec l'idée même de la pyramide de Dietz. Et chaque niveau de la spirale représente une nouvelle compréhension, une nouvelle compétence et une nouvelle perspective qui contribuent à l'ascension vers des niveaux plus élevés d'épanouissement. Ce sont d'ailleurs ces niveaux que nous allons explorer en coaching pour stimuler une croissance continue. Il y a plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, les croyances limitantes, hein. Plusieurs outils peuvent aider en fait à les identifier. Et il faudrait essayer de comprendre ce qui fait croire en fait à la personne que la réussite professionnelle lui serait inaccessible. Parmi ces outils, il y a l'analyse transactionnelle qui va sur la base d'interactions entre les individus identifier les schémas de pensée limitants. Il y a aussi le questionnement puissant qui est à la base même du coaching et de la pratique du coaching. L'idée étant de poser des questions à la personne qui est coachée pour l'amener à examiner ses croyances sous un autre angle et découvrir ainsi les limitations qu'elles peuvent leur poser. Et puis, il y a aussi, pendant d'ailleurs ce questionnement et les séances que l'on peut avoir avec des personnes, des séances de coaching, il y a l'observation des émotions, et en particulier les émotions fortes, parce que celles-ci peuvent nous indiquer vraiment la présence de croyances limitantes et nous aider à les identifier et à identifier ce qui vient entraver, en fait, ce qui pourrait être la cause de la limitation ou de la croyance que l'on peut avoir comme euh, étant n'ayant pas d'accès en fait à la réussite. Et ces croyances limitantes peuvent être en fait approchées de différentes manières. Tout d'abord, il faut, pour considérer et traiter une croyance, il faut en être conscient. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience, donc un processus de prise de conscience pour ensuite les traiter. Et là, on va en fait opérer par étapes. D'abord, on va donc identifier cette croyance limitante. Et une fois qu'on l'a identifié, nous allons essayer d'identifier les situations spécifiques où elle émerge. Parce qu'on peut avoir une croyance limitante dans un domaine, mais pas forcément dans un autre. Donc, on va essayer
vraiment de bien qualifier cela et puis évaluer la croyance en question. Est-ce qu'elle est factuelle? Est-ce qu'elle se base sur des faits? Ou est-ce qu'elle est, et des faits concrets surtout, ou est-ce qu'elle est juste le résultat d'une perception déformée? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, eh bien, on va explorer finalement les expériences passées, les influences familiales, les influences sociétales, par exemple, qui pourraient avoir contribué à cette croissance. Et on va essayer, on va tout faire en sorte pour la remettre en question. Et enfin, on va essayer de développer à la place de ces croyances-là des croyances alternatives et positives qui vont venir les remplacer et par là même donc éliminer et supprimer ces croyances précédentes. Et évidemment, on va les renforcer. Alors, cela suppose un certain effort, évidemment, cela suppose de la persévérance, mais en s'engageant dans ce processus, la personne peut progressivement changer sa perspective de la problématique qui lui pose problème, et puis surtout arriver à libérer son potentiel. Voilà donc pour ce qui est des croyances. Ensuite, et souvent c'est d'ailleurs lié au phénomène de la croyance, c'est le phénomène ou la problématique de l'estime de soi et de la relation à soi. Pour identifier un problème d'estime de soi, nous allons généralement utiliser des outils qui explorent la pensée, qui explorent les émotions et les comportements de la personne. Alors, cela peut se faire, bien entendu, au travers d'entretiens d'évaluation et de notation de cette estime de soi, à travers des questions pour déjà détecter un petit peu une problématique à ce niveau-là potentiel. Ensuite, on va analyser le comportemental de la personne. Est-ce que cette personne a des comportements d'évitement? Ces comportements d'évitement permettent en fait d'identifier une faible estime de soi qui amène finalement et qui conduit à un choix de ne pas faire, d'éviter une situation parce on ne croit pas en nous, on a une faible estime de soi qui nous fait croire qu'on n'y arrivera pas. Donc, on préfère éviter la situation. Et il y a aussi l'évaluation des réalisations. Comment on perçoit ces réalisations? Comment on perçoit ce que l'on produit, ce que l'on a fait, notre expérience? Est-ce qu'on minimise ces réalisations ou est-ce qu'on les considère à leur juste valeur? Est-ce qu'on considère qu'elles sont dues à notre propre savoir, notre propre connaissance et notre travail? Ou est-ce qu'on va considérer qu'elles sont dues à des facteurs externes ou à la chance Euh, Ensuite, il y a aussi le questionnement réflexif. Grâce à des questions ouvertes, on va en fait encourager le client à réfléchir sur ses croyances sur lui-même, sur les autres, et voir un peu comment il se compare aux autres pour essayer d'identifier, de mettre le doigt sur sur un potentiel manque d'estime de soi. Il y a aussi l'image corporelle, son évaluation. Parfois, nous n'avons pas une grande estime de nous-mêmes parce qu'on pense on est déjà mal parti du fait qu'on a une mauvaise image corporelle de nous-mêmes qui finalement va influencer toute notre vie. Donc, ces outils peuvent être adaptés en fonction de besoins spécifiques. Et puis, en fonction aussi du contexte du coaching, bien entendu. En les utilisant, on peut obtenir une compréhension plus fine et plus approfondie des problèmes du client. Et à partir de là, on peut travailler avec notre client ou notre individu dans une approche collaborative pour renforcer son image de lui-même. Puis, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il peut y avoir aussi tout simplement un manque d'estime de soi parce qu'on n'a pas atteint un résultat ou un objectif qu'on s'était fixé, juste parce que les objectifs fixés étaient trop importants ou dépassaient nos capacités réelles. Parce que la nature des objectifs fixés
va aussi jouer un rôle. Il est important de se fixer, et toutes les entreprises vont dans ce sens, hein. Il est important de se fixer des objectifs SMART. SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, c'est-à-dire dans un certain temps. Et surtout, fixer des objectifs sur lesquels on a un certain contrôle jusqu'à un certain degré et qui ne dépendent pas de facteurs ou de personnes externes, parce que là, on n'a pas de prise. Et forcément, pour des personnes qui considèrent que la réussite professionnelle leur est inaccessible, cela ne va faire qu'accentuer ce sentiment-là si les objectifs sont trop ambitieux pour eux. Enfin, il y a aussi les moyens de mise en œuvre qu'il ne faut pas perdre de vue parce que euh, on va parler ici des capacités et compétences de la personne, bien entendu. Pour aider une personne en tant que coach, je vais travailler avec elle pour qu'elle puisse identifier ses forces, hein, surmonter bien sûr ses doutes, ses peurs et aussi ses faiblesses et créer des plans d'action concrets pour progresser d'étape en étape vers son épanouissement professionnel. Mais tout cela va se faire bien entendu en fonction de ses compétences, de ses capacités et, et l'aider, l'accompagner pour que ceci soit aussi adressé. Bien entendu, chaque individu répond différemment à ses outils. Et donc, en tant que coach, il est essentiel d'adapter l'approche en fonction de la personnalité, des préférences, du contexte de la personne qui est en face de nous. Alors, les obstacles courants sur le chemin de l'épanouissement professionnel sont les points que nous avons déjà listés et d'autres, hein, et qui peuvent inclure le manque d'estime de soi et ses croyances limitantes existantes, hein, qu'on aura découvertes, ou pas d'ailleurs, mais qui sont là. Le manque de clarté des objectifs, et qui dit le manque de clarté dit des objectifs non smart, tels que je viens de les préciser. Le conflit de valeurs, des divergences entre les valeurs personnelles de la personne et les valeurs de l'entreprise peuvent rapidement créer des tensions et un sentiment de désalignement par rapport à son activité, à son domaine d'activité, à son entreprise, et partant de là, un sentiment de, de désengagement. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'environnement de travail toxique. Il va sans dire qu'un environnement de travail malsain, caractérisé par des relations tendues, parfois du harcèlement ou une culture non inclusive, peut nuire à l'épanouissement dans le cadre professionnel de la personne. Il y a aussi le manque de reconnaissance, hein, l'absence de reconnaissance pour les efforts et les réalisations que la personne fait peut entraîner un burn-out. La personne essayant toujours d'en faire plus pour obtenir cette fameuse reconnaissance, mais n'obtenant rien. Et ça vient évidemment affecter négativement le bien-être général et donc forcément l'épanouissement de la personne. Il y a aussi la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, souvent, paralyse, peut paralyser les individus, les empêchant en fait de prendre des risques et d'explorer finalement des pistes nouvelles, de nouvelles opportunités qui pourraient être à l'origine d'un épanouissement justement futur pour elles. Et puis, je le signalais tout à l'heure, le manque de compétences est très important à considérer. Ne pas posséder les compétences nécessaires et requises pour atteindre ces objectifs peut totalement être un frein à l'épanouissement professionnel et l'épanouissement d'ailleurs tout court et créer une situation de frustration. L'absence d'alignement de ce que l'on fait avec ses passions propres. Travailler dans un domaine qui ne nous passionne pas n'est pas de nature vraiment à nous épanouir. Et cela va
forcément mener à un manque d'enthousiasme et à une perte de motivation et donc d'épanouissement. Et puis, le manque de développement personnel est un facteur qui est très important parce que le fait d'ignorer tout ce dont on parle aujourd'hui, qui est le sujet des soft skills, peut totalement entraver la croissance professionnelle. Aujourd'hui, les entreprises axent beaucoup plus leur recrutement sur les capacités de la personne à à bien être, j'ai envie de dire, dans le cadre de l'entreprise, qu'à bien faire finalement. Bien entendu, les compétences techniques fonctionnelles sont très importantes, mais les compétences en soft skills deviennent vraiment clés dans le monde complexe d'aujourd'hui. D'où l'importance de vraiment avoir fait un certain... Alors, je n'aime pas le terme travail sur soi, mais en tout cas, s'être intéressé au développement personnel, professionnel, se comprendre, comprendre les autres, se connaître, connaître ses croyances, les avoir identifiées, et parfois celles qui sont limitantes d'ailleurs, et savoir, enfin, son estime de soi, en être conscient pour euh, garder le recul nécessaire par rapport euh, à ce qui se présente à nous et savoir naviguer là-dedans. Et puis, il y a un point très important qui est la loyauté inconsciente, la loyauté à un proche, à des proches, à sa famille, à sa société, à un système de pensée qui va faire que parfois on va s'empêcher d'être heureux et de s'épanouir dans un contexte particulier parce que il est un peu en conflit ou en désaccord avec cette société, cette famille, cette personne, etc. Ou alors on ne va pas vouloir euh, grandir et s'épanouir professionnellement parce que quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on respecte beaucoup, un père, une mère, des parents, etc., eh bien, eux n'ont pas pu franchir cette étape. C'est un point très important qu'on identifie difficilement, mais qui joue réellement un rôle assez critique, en fait. Surmonter ces obstacles nécessite souvent une combinaison d'autoréflexion, de stratégies d'adaptation, de réflexion sur son environnement. Et dans certains cas, cela nécessite aussi un soutien externe, comme le coaching professionnel, par exemple. Lorsqu'il s'agit bien entendu d'un d'épanouissement, lorsqu'on travaille d'épanouissement professionnel et d'environnement de travail. Identifier ces obstacles spécifiques et explorer des moyens de les surmonter pour progresser vers un épanouissement professionnel durable. En tant que coach, on va d'abord écouter le client, le questionner, essayer de comprendre la problématique à laquelle il fait face et qui se pose à lui, avant de dérouler les outils et les méthodes qui vont sembler les plus judicieuses dans son cas particulier, bien entendu. C'est un processus totalement collaboratif hein, qui demande d'instaurer une relation de partenariat, de confiance, de confidentialité surtout avec le coaché. Et tout cela pour l'accompagner dans les différentes étapes pour surmonter ces obstacles qui se présentent à lui. Euh, il est important de créer des bases solides pour donc le bien-être professionnel et cette relation de partenariat, cette confiance qui va être créée dans le cadre de cet échange va permettre justement petit à petit de lâcher certaines choses, de permettre au coaché de se sentir suffisamment en confiance pour eh bien, faire le travail, pour être à l'écoute et pour lâcher vraiment ces barrières, lâcher toutes les résistances qu'il peut y avoir petit à petit pour enfin pouvoir
avancée. En conclusion, le travail du coach vise à tirer parti de ces puissants outils et modèles dans une approche vraiment spécifique. Un outil qui marchera pour une personne ou une approche qui marchera pour une personne ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Il est important d'inspirer, c'est le rôle du coach, de guider, de soutenir l'individu, le coaché, le client dans un chemin vers cet épanouissement professionnel authentique et durable. Et cela se fait euh, par étapes et selon un rythme qui dépend vraiment du coaché lui-même et de la capacité qu'il a à aller plus ou moins vite, mais aussi par rapport au travail qu'il a à faire et son contexte vraiment particulier. Voilà, je voudrais conclure en remerciant vraiment le Coaching Summit de me permettre de partager avec vous cette approche intégrative aujourd'hui et d'aider les gens qui expérimentent, ou en tout cas d'expliquer comment nous aidons les gens qui expérimentent ce genre de difficultés à réaliser que ce n'est pas une fatalité et que des outils et des méthodes éprouvées existent pour les accompagner vers un épanouissement global, autant personnel que professionnel. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère à très bientôt dans le cadre du Coaching Summit.